Bienvenue au monde de la course. Cette semaine, j'ai deux invités spéciaux. J'ai Ali Barwick et Denby Whitmarsh, toutes deux, mais toi, une vétérane, une ancienne coureuse de McGill pour l'équipe de track. Et en ce moment, tu fais partie du McGill Olympic Club, donc l'équipe club de McGill. Et Denby, toi, tu es actuellement dans l'équipe universitaire de cross-country et d'athlétisme. En ce moment, en pause, une petite pause, on en profite bien entre le cross-country et la saison d'athlétisme. Tu as des coéquipières en ce moment, je pense qu'elles sont déjà parties Oui, pour Kingston. Pour Kingston. Ils ont pris le bus aujourd'hui, je pense. C'est hier. Ah, c'était hier parce que c'est dans le fond, eux autres, ils courent samedi. Mm-hmm. Donc, on aura ça. On regardera ça aussi, les championnats canadiens universitaires d'athlétisme qui ont lieu à Kingston cette année. C'est tout le temps à Kingston, on dirait. En tout cas, Samsung, hein? ouais, ils sont un parcours bien boiteux, un vrai parcours de cross-country. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Oui, les deux? Ouais, l'an passé. Ouais, il y a une bonne. Moi, j'oublierai jamais, là, il y a toujours. Ben, je l'ai fait aussi 3-4 fois, là, mais il y a toujours le hairpin, dans le fond, que c'est vraiment. Tu fais un 180 degrés. Puis, ce qui arrive, c'est. Ben là, eux, ils sont chanceux, les universitaires, parce que eux, ça va pas être encore si pire. Mais ce qui arrive, c'est après chaque course, ça se détériore. Et donc, quand c'est les championnats canadiens généraux, pas universitaires, et donc tu as non seulement les seniors, mais tu as aussi, avant ça, tu as les juvéniles, cadets, benjamins, tu as toutes ces courses-là avant. Ça devient une vraie patinoire. Donc, tu dois tourner à 180 degrés là-dessus. Tu as le monde qui essaie de s'accrocher après la corde, ça patauge, plein de chutes. C'est assez le fun à voir. Donc, si jamais vous avez la chance de regarder, je pense qu'il y aura une couverture en français avec Laurent Godbout qui va s'occuper du côté français. Je sais pas si ça coûte de l'argent par contre. Je pense qu'il faut payer de quoi. Mais si ça vous tente de suivre ça, puis il devrait avoir une couverture en français de Laurent, que je vais recevoir la semaine prochaine si tout se passe bien. Donc, suivez ça si ça vous intéresse et c'est sûr qu'on en reparlera dans un des prochains épisodes. Regardez les résultats, qui va gagner. En ce moment, on a l'équipe féminine de Laval, je pense. En ce moment, McGill, l'équipe féminine, a gagné les provinciaux. C'est ça, ouais. Mais il n'y avait pas Jessie Lacourse, elle n'était pas là. Exactement. Il manquait Jessie Lacourse puis Anne-Marie Comeau. Ah, oui. Donc, les deux top filles de Laval n'étaient pas là. Donc, tu sais, oui, les top filles. Là. Je pense pas. Peut-être qu'il y en a une couple qui pourrait rivaliser un peu dans l'équipe de Laval avec. Là. Mais donc, c'était pas l'équipe complète de Laval qui a gagné. Donc, c'est pas représentatif vraiment de ce qu'ils peuvent faire. Mm-hmm. Donc, ces filles-là, selon moi, ont une bonne chance de le remporter. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous suivez un petit peu ça? Ouais, un peu. Mais je pense que McGill va Je crois que faire bien depuis. Oui. Ouais. ça serait bien quand même. Même s'ils ne gagnent pas, là, je crois Ouais. qu'ils Un top 5. Ouais, je pense un top 5. Top 5. Parce qu'ils ont beaucoup de coureurs proches. Ouais. Alors, ils vont faire un score assez bas. Ben, c'est ça, McGill, leurs filles, c'est très dense. C'est sûr, il n'y a personne qui a fini première. C'était en fait Elodie de Quen de l'Université de Montréal qui a remporté. Mais elles avaient Liz qui était deuxième. Puis après ça, il y avait Sandrine. Chloé, Brianna, Ouais, donc c'est assez bien packé, puis c'est ça qui leur a permis de remporter les provinciaux. Donc, ça va être le fun de regarder ça. On leur souhaite bonne chance. Et les garçons, je pense qu'eux se préparent déjà pour ils prennent un petit break puis ils se préparent la track côté McGill. Puis, côté masculin, on a Laval qui devrait quand même être là. Mais je pense pas qu'ils sont les favoris cette année. Ah non? De ce que j'ai compris. J'ai pas assez. Mais au Canadien, je pense qu'il y a d'autres équipes qui devraient être là. Je suis plus ça assez depuis que je suis plus dedans. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on commentera là-dessus. Bref, on va tout d'abord, juste avant qu'on entre dans les sujets de discussion de la journée, même si on l'a déjà un peu fait, je voulais remercier mes deux premiers Patreons. Donc, le premier officiellement, Jérôme Lamère, j'espère que je prononce bien,
et qui est Patreon depuis octobre. Donc j'ai pas eu le temps de lui donner son shout-out au mois d'octobre, mais je le donne là et il aura droit à un deuxième shout-out dans le prochain épisode du mois. Et Tristan Garcia, qui est aussi le deuxième Patreon. Donc merci beaucoup à vous deux de supporter cela. Et si ça vous tente de recevoir des shout-outs et de supporter le monde de la course, allez sur patreon.com/le monde de la course. Je mets les liens dans toutes les posts Facebook, donc vous pouvez voir cela. Alors sur ça, on va commencer. Ce week-end, on avait le marathon de New York. Je connais quelques personnes qui le couraient, je crois. Je pense que ça a été quand même pas si pire. On a eu des assez bons temps, je crois. Et ça a été remporté par Jeffrey Kamworor. C'est un nom qui m'est familier. Moi, j'ai déjà vu son nom quelque part. Du côté féminin, c'était Joyceline Jepkosgei. Donc, les deux gagnants. On va pas trop aller en longueur là-dedans. On a aussi Des Linden. Ça, j'ai vu qu'il a fait toute une performance qui a été la première américaine, malgré le fait qu'elle a quoi, je pense qu'elle a au-dessus, qu'elle a 41, 42. Son âge. Son âge? Ouais, je pense. Plus jeune que ça, là. Ouais, ça se peut. Non, ça devait être une autre qui était vraiment... elle avait fait les news parce qu'elle était quand même... Ok, non, elle a 36 ans, non, laisse faire. Je me mélange avec une autre. Mais bref, Descendant qui continue. Je pense qu'elle elle avait fait les news parce qu'elle avait fini première au marathon de Boston l'année passée, je pense. Oui. Puis première overall ou première américaine. Est-ce que c'était pas l'année où il pleuvait beaucoup? Ouais. Je pense que c'était là qu'elle avait fait la première position. Ouais, la même année que Kawachi, dans le fond. Et il y avait... oh mon Dieu, je blank. Celui canadien. Oui, il y avait Christa Duchesne. Oui, Christa Duchesne qui avait fini troisième, c'est ça. Je pense que c'était cette année-là. C'est ça, c'était Des Linden première, qui avait fini première, puis que c'est pour ça que ça avait fait, elle était devenue super populaire, parce que c'est rare qu'un Américain gagne le marathon de Boston, vu que c'est un énorme marathon, puis qu'il y a plein de Kenyanes et d'Éthiopiennes et tout ça. C'est ça, elle avait fini première. La deuxième, la deuxième, c'est ce que je me souviens, c'est que c'était une nurse, une infirmière comme toi, que c'est ça qu'elle travaillait temps plein comme infirmière elle aussi. Oui, c'est Sarah Sellers. Ouais, Sarah Sellers. Ouais. Donc je me mélange, mais c'est Christa Duchesne, elle a au-dessus de 40 ans, je pense. Ouais. Et elle a fini troisième au marathon de Boston. Donc je me mélangeais un peu avec son histoire. Mais il y a beaucoup de femmes au-dessus de 40 ans qui font toutes des performances. On a eu Lindsay Tessier récemment. Oui. Puis il y avait une autre au championnat du monde. Oui, une américaine, je pense. Oui. Ouais. Je me souviens pas le nom. Mais... Ouais. Oui. Donc, des femmes qui performent, ça continue de performer, même après des bébés. C'est bien à voir. Et pour faire un bon petit segue au prochain comme sujet qu'on l'a amené, dans le fond, Jeffrey Kamworor, si on regarde, en fait, je pense que j'avais vu une infographique qui montrait les meilleurs les souliers portés par ceux qui ont fait les meilleures performances de l'année ou qui ont gagné les World Marathon Majors. Puis on peut voir le Vaporfly qui est en train de dominer le soulier 4% de Nike. Si on regarde au début de l'année, c'était comme l'ancienne génération du 4%. Oui, toi, t'en as un petit modèle pour montrer. On n'est pas sponsor par eux, puis on n'encourage pas nécessairement, mais c'est juste pour montrer. Donc dans le fond, c'est ça qui... et plus récemment, dans tous les marathons récents, on regarde, c'est tous des souliers verts ou roses, qui sont les Nike Next Percent, donc l'évolution du 4%. Il y a beaucoup de monde qui sont mis à se plaindre, on en a parlé dans les derniers podcasts, qui disent, mais là, ça ne respecte pas les règles de l'IAAF, que ce que tu portes, les souliers qui sont portés, doivent être disponibles pour tous et toutes. Pour que ça soit juste dans le fond. Là il y a du monde qui se plaignent parce qui disent là c'est un soulier il y en a certains qui disent que c'est un soulier à 330$ canadiens, et c'est pas tout le monde qui peut se payer ça. Outre ça, là, c'est sûr
oui, on pourrait faire un argument pour ça, mais en même temps, je dirais, ben, si t'es bien motivé, 330, tu peux te le payer. Là, si tu fais tes économies, regarde, c'est pas comme si c'était le sport le plus cher au monde, la course. Là, fait que, si tu coupes un peu, tu peux te les permettre. Mais là, on regarde d'un, il y a encore des nouveaux prototypes de Nike qui sont utilisés comme pour le Sub 2. Et tu as certains athlètes qui sont commandités par d'autres équipes, d'autres compagnies comme ASICS, Skechers, puis d'autres qui chialent. Moi, je chiale pas, mais il y en a qui chialent puis qui disent ben là, c'est pas juste, il faut que l'IAF intervienne. Et si je me trompe pas, il y avait justement, c'était Sarah Hall, la femme de Ryan Hall. Et puis juste pour faire une petite parenthèse, Ryan Hall, dans le fond, c'était un des top coureurs aux États-Unis avant. Il était vraiment dans les top. Et à un moment donné, il s'est vraiment tanné. Puis il y avait toujours des blessures. Il était plus capable, donc il a lâché ça. Et c'est quand même fou, le gars, je pense qu'il pesait quelque chose comme 120 livres ou 127 livres. Et là, il a juste laissé faire la course, puis s'est mis un peu comme dans le bodybuilding, en tout cas le gym vraiment. Puis là, il est rendu vraiment bulked up. Puis si vous allez regarder le Ryan Hall before after, là, le gars, il est rendu, je pense, il fait 180 ou quelque chose de genre, puis il est comme vraiment... C'est fou comment le gars il peut se transformer. Mais là, il est bien en santé et il est devenu le coach de sa femme, Sarah Hall. Dans le fond, mais Sarah Hall avait pris le départ au marathon de New York, mais elle l'a pas fini. Je sais pas si c'était avant ou après la course, mais c'était soit Ryan ou Sarah, dans le fond, qui faisait un peu une sortie, qui disait ben là, faut vraiment que l'IAF intervienne. Comme elle dit moi je veux pas courir dans ces souliers-là, dans les Vaporfly, parce que sinon je sentirais comme que c'est pas vraiment ma performance, tu sais, que j'ai eu un boost de performance, un boost de 4% ou whatever c'est. Elle qui est avec ASICS, je pense. En fait, je sais. Et c'est ça, donc elle disait ça, puis là, il y en a qui disent, ben, si jamais tu veux, tu peux les prendre, mais elle est sponsorisée par ASICS, fait qu'elle peut pas... En même temps, tu peux pas d'un jour au lendemain juste faire comme buy ASICS parce que Nike va pas nécessairement te prendre d'un coup. Puis on apprend, ça va être un des prochains sujets de discussion. Là. Ben, on a déjà vu que Nike ils ont eu des gros problèmes avec leur Aragon Project qui s'est arrêté, qui a été shut down très récemment. Mais on va voir encore plus que d'autres affaires shady qu'il y avait avec Nike. Mais donc, vous, j'aimerais savoir un peu votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez un peu de ce point de vue, de dire, ben là, d'avoir un soulier aussi performant avec la plaque de carbone puis le Energy Return, que là, c'est rendu que tout le monde le porte, ben c'est pas juste pour les autres compagnies. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou, ben, pour les athlètes qui sont avec d'autres compagnies. Pour les athlètes. Ouf, c'est top. Mais moi, je viens juste de les acheter, en fait, cet été. Et c'est exactement ça que j'ai pensé, comme... Peut-être c'est pas une bonne idée parce que je vais pas savoir si la performance c'est à cause des souliers ou c'est vraiment que moi j'ai bien couru. On peut toujours dire... Parce que 4%, quand tu fais sur 5 kilos, c'est comme beaucoup, une minute quelque chose. Ouais. Alors... Puis sur marathon, c'est encore plus. Là. Mais pour ceux qui ont des sponsors, c'est... peut-être c'est pas juste. Si c'est disponible pour tout le monde, c'est une chose, mais je sais que New Balance, ils ont créé un flat avec un carbon plate, je pense. Ben ouais, mais eux, je pense New Balance, eux, c'était plus un... En fait, c'était drôle, c'était un soulier qui était designé seulement pour le mile, le road mile. Donc, c'était quand même... C'est vraiment complètement le contraire, en fait, du soulier de Nike. Puis c'est comme un soulier, là, c'est pas confortable si tu cours dedans, là, normalement, mais il faut vraiment que tu cours vraiment vite pour que là, tu aies vraiment le bénéfice, qu'ils disent. Mais c'est ça, eux leur utilisent pour le road mile. Donc, mettons pour un marathon, tu pourrais pas de temps t'en sortir. Mais c'est rendu que toutes les compagnies ont des souliers avec des carbon plates. Les Skechers en ont, New Balance, Hoka, ASICS, tout, ils commencent à avoir leur prototype. Puis il y a quelqu'un qui justement qui chialait, qui disait, ben, ouais, Sarah Hall, t'es pas bien placé pour parler. Toi, tu vas porter un prototype de ASICS, un prototype qui est
qui est pas disponible sur le marché non plus. En fait, qui est pas disponible sur le marché, alors que le soulier de Nike est disponible sur le marché. Yeah. Donc, on disait, ouais, t'es pas trop bien placé pour parler. Donc, ça en renchérit. Toi, est-ce que t'as un point de vue là-dessus? J'aimerais poser une question à Ali. Est-ce que t'as vu, en portant ces chaussures-là, est-ce que t'as vu que t'as eu une amélioration vraiment beaucoup de genre abnormale de performance là, ou... Non, c'est ça. C'est pas comme extreme différence en fait. Ouais. Non. Mais il y a beaucoup de monde qui disent comme qu'ils le portent puis qui sont comme oh my god, c'est le jour ou la nuit. Puis il y a certaines personnes aussi qui disent je sais pas, c'est comme un autre flat, je dirais. Comme Mel aussi, elle les porte pour ses marathons. Puis elle m'avait dit que comme elle avait des bons marathons, c'est sûr, mais elle avait aussi des courses comme moyennes, comme toujours. Parce qu'à la fin, genre, c'est pas les chaussures qui vont gagner la course. Faut quand même être vite pour gagner, quoi. Donc, on pourrait... Ça peut se comparer avec, par exemple, les dérailleurs Bluetooth sur les vélos. Pour... Est-ce que vous avez ou électrique, tu veux dire? Non, c'est Bluetooth. Fait qu'ils ont éliminé toutes les cordes sur le vélo. Donc, tu fais clic avec ton... Puis le dérailleur, ça change à partir de Bluetooth, donc ça élimine donc, genre... tu as moins de câbles. Ouais, voilà, fait que c'est plus mais le vélo, le vélo ont la même règle de l'IAF que comme tout le monde doit avoir le même accès au matériel. Puis dans le vélo, c'est clairement pas appliqué parce que pour être compétitif, ça prend un vélo à 25 000$, tu sais. Fait que c'est pas tout le monde qui peut se payer un vélo à 25 000$. Donc eux, c'est comme, à ce point-là, je pense le dérailleur, c'est un exemple parfait, le dérailleur Bluetooth. Mais au moins, un dérailleur Bluetooth, je me dis, ça doit pas être si cher. Je crois que sur mon vélo, ils m'ont donné, parce que justement, je me suis acheté un vélo l'année passée, puis c'était juste là qui est apparu le dérailleur Bluetooth, puis... Je crois qu'on m'a demandé si je la voulais pour une autre 500$. Oh, ok, dans les stages tôt, ça doit être quand même plus cher en ce moment. Parce que la technologie Bluetooth est pas... En ce moment, tu peux avoir des écouteurs Bluetooth à 30$ quoi, là. Mais c'est sûr, quand c'est une nouvelle technologie qui t'installes sur un dérailleur, là, ça doit être plus cher, mais je crois que, genre, la comparaison qu'on va faire ici, c'est que éventuellement, j'assume que toutes les autres compagnies vont avoir à peu près les mêmes technologies dans les chaussures. Puis ça peut même se comparer avec, par exemple, les spikes pour l'athlétisme. C'est cool. Donc, genre, ça, c'est sûr que ça aide beaucoup, quoi. Puis maintenant, ça cause problème parce que c'est pas disponible pour tout le monde. Mais si ça en devient, ça causerait pas autant un problème que ça, peut-être. Mais c'est ça, moi j'ai l'impression qu'il faut attendre un peu, ça va prendre du temps avant que les autres compagnies s'en viennent, mais tu sais, les autres compagnies ont déjà commencé, Skechers ont déjà moi je porte leur prototype quand je cours, puis en janvier c'est censé devenir disponible, leur version, le Speed Elite, puis j'ai l'impression que les autres compagnies s'en viennent avec ça, mais c'est sûr qu'en ce moment, si t'es un coureur qui est pas sponsorisé, qui a pas accès au prototype, tu peux prendre Nike ou sinon il y a beaucoup de monde de sciences du sport qui disent ouais mais c'est pas prouvé l'effet, mais comme parce que le study était funded par Nike, mais comme il y a eu d'autres études aussi que tu fais juste regarder les temps là, puis c'était le New York Times qui avait fait ça, puis tu faisais juste checker les temps, puis juste le monde qui portait le soulier était plus vite, fait comme c'est pas juste parce que c'est des gens rapides qui prennent des souliers rapides, c'est comme tu comparais juste overall, checker tous les facteurs. Fait que il semble en ce moment avoir un avantage, mais bref, c'est un peu ça, on va voir comment ça se développe. En ce moment, il y a une enquête en cours. Je pense pas qu'ils vont le bannir parce que les gens veulent pas perdre leur record non plus, ceux qui ont fait des gros records personnels. Puis c'est sûr, la technologie, il faut que ça aille en avançant, puis on veut pas l'empêcher, mais c'est sûr, ça peut causer des frustrations en ce moment pour certaines personnes. Et là, ça nous amène, en parlant de Nike, ça nous amène au sujet principal de discussion. J'ai une vidéo qui a été partagée en premier, je l'ai vu sur la page du Monde de la course par Tristan. C'était Tristan Garcia.
Et là, comme il l'a partagé, puis là après ça j'ai ouvert mon Facebook, puis là j'ai vu comme tout le monde avait partagé cette vidéo-là. C'est comme ultra viral en ce moment. Mais dans le fond, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je vous dirais allez le voir avant de compléter ce podcast. Vous complétez le podcast, puis après ça vous verrez la vidéo, mais je pense que c'est à voir, c'est environ 7 minutes. Et c'est dans le fond, c'est Mary Cain qui était à l'époque, comme c'était aux États-Unis, puis tu courais, tu connaissais son nom. C'était une jeune une étoile montante de l'athlétisme aux États-Unis qui battait tous les records et tout ça super vite. Et là, à un moment donné, elle s'est fait approcher par le Nike Oregon Project avec Alberto Salazar qui l'a convaincu de revenir. Il a convaincu ses parents qu'elle devrait venir dans le projet. Et c'était pas exactement ce qu'elle espérait. Elle relate un peu tous les. Elle dit, dans le fond, en anglais, ils disent physical and emotional abuse, donc les abus physiques et émotionnels. Et là, on parle pas de coach pédophile comme on a eu comme en ski et tout ça, mais on parle, dans le fond, ce qu'elle décrit surtout, il y avait beaucoup de fat shaming, si on veut, que elle n'est pas fat pantoute, tu la regardes, elle est comme très, très mince, là, en fait. Mais dans le fond, une chose qu'elle relate, c'est que Alberto lui disait qu'il fallait qu'elle perde du poids, qu'il fallait qu'elle atteigne un certain poids. Un peu toute l'équipe, à chaque fois qu'elle allait voir quelqu'un, c'est ça qu'il disait. Il disait il faut que écoute Alberto, puis c'était tous des amis d'Alberto en fait. L'équipe, un peu ce qu'elle décrit, c'est que c'était pas nécessairement il y avait pas de psychologue du sport, de psychologue sportif, puis je sais pas s'il y avait un certified nutritionist, mais non, c'est ça. Il n'y avait pas de nutritionniste certifié, puis c'était tout en fait des amis d'Alberto. Tu te dis, crème, c'est le Nike Oregon Project, c'est comme une grosse affaire. Tu te dirais, crème, tu vas avoir les top guys des universités, puis comme scientifiques, puis tout ça. Puis ben non, c'est des amis du gars qui, eux, sont d'accord avec son système de il faut que tu perdes du poids pour gagner, puis il faut que avoir un poids santé, tout ça, c'est pas grave, là, on veut gagner en ce moment. Et donc c'est ça, elle ne courait pas bien à cause de ça. Elle dit à un moment donné, elle commençait à se couper. Donc des pensées peut-être suicidaires. À un moment donné, elle dit qu'elle a dit à Alberto à un moment donné qu'elle commençait à se couper, puis lui il a juste fait comme alors, je veux rentrer chez moi parce qu'il était fatigué ou quoi. Donc vraiment là il y a certaines personnes qui vont dire il y en a certains qui disent ben ouais, mais elle avait qu'à pas rejoindre ça. Mais ouais, mais en même temps tu te dis elle était mineure à l'époque, elle avait quoi, 15, 16, 17 je crois. 17, ok, puis là, elle se fait approcher par lui, apparemment qu'Alberto, il y a beaucoup de monde là, qui le back parce que il était quand même sympathique quand tu lui parlais. Comme c'est une personne qui sait comment jaser aux gens, puis tout, puis il s'est pas rendu à ce poste-là en étant comme un weirdo, là. C'était comme, oui, il est un weirdo, mais il est comme capable de convaincre et tout ça. Puis il faut mentionner aussi qu'il est ami avec le fondeur de Nike. Oui, avec un des principaux fondateurs de Nike, qui a justement résigné, résigné en français, c'est démissionné. Oui, démissionné, très bien. Je me fais corriger par quelqu'un qui est à la base anglophone, mais qui connaît très bien le français, ça se voit. Oui, qui a démissionné de Nike il y a quelques semaines, justement dans la foulée de toutes les accusations du Nike Oregon Project, qui n'étaient pas les premières accusations, mais que là, on dirait que là, ça marchait pour de vrai, puis je sais pas exactement c'est quoi que ça a pris, mais tout d'un coup, ça s'est mis à brasser, puis cette fois-ci, la noix de coco est tombée. Donc, ils ont brassé assez. Et c'est ça, un des principaux fondateurs de Nike, qui était son ami aussi. Donc, une autre des raisons pourquoi il a réussi à se faufiler. Donc, c'est un gars qui savait quand même jaser, puis convaincre et tout ça. Mais au final, on voit que, en tout cas, c'est des allégations, mais personnellement, j'ai pas de doute
quand on regarde les autres accusations, toutes les autres accusations contre lui. Puis aussi, une chose importante, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui se disent que tu regardes la vidéo, puis moi-même j'ai ce réflexe à la base. La première fois que je regarde, je fais comme... Tu regardes la personne, puis tu te dis, ah, mais elle est famous, elle fait plein de cash, elle... Mais comme à la base, c'est quand même un humain. T'sais? Puis ça, c'est dur. On est tellement habitué, tu regardes à la télé, tu regardes dans une vidéo, tu te dis, ouais, mais comme elle, là, comme, elle est capable de le prendre, t'sais, elle a du cash, t'sais, elle a ci, elle a ça. Mais comme, non, genre, c'est une petite fille, là, tu sais. Ouais, genre, elle est jeune, puis... C'est ça, là. Genre, son enfance a été coupée à un certain point, puis on l'a entrée dans un état de célébrité, puis... De détresse psychologique, voilà. Tu sais, parce que c'est ça, elle était comme, elle avait des amis avant, je sais pas, puis là, elle était comme dans un autre environnement que là, c'était performance avant tout. Puis elle dit même dans le vidéo, ça, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle dise ça, elle dit... oui, c'est vrai que il y a une corrélation entre le... Ben, il n'y a pas une corrélation, mais il y a un rapport entre le poids et la performance. C'est sûr, moins tu as de poids à transporter, plus vite tu vas aller, c'est sûr. Mais en même temps, tu veux être capable de courir, puis tu veux pas comme juste focuser sur ça, parce que sinon tu vas te blesser, puis ça peut causer ça des problèmes. Elle, je pense pas qu'elle a souffert, elle a pas dit souffrir d'anorexie ou quoi, mais comme c'est quand même, ça fait des problèmes psychologiques quand tout le monde te dit, hey, faut que tu perdes du poids, puis t'es déjà pas même super bâti, là. Fait que, dans le fond, je vous invitais ici, je voulais un peu savoir vos pensées sur la question, puis ensuite, on pourrait un peu voir vos expériences. Est-ce que ça a été similaire ou différent? Mais au départ, comment vous avez réagi à cette vidéo-là? Ok, je vais commencer. Ouais, j'étais un peu choquée par la vidéo. C'est, on dirait le mot épouvantable, ce qui est arrivé. Puis je suis désolée pour elle qu'elle a vécu ça. Un de mes pensées ce que j'ai pensé un peu, c'est différent pour elle. Ça, c'était son métier. Même si elle a 17 ans, c'est un job, la course. Alors, comme moi, si on compare à nous, comme nous, on fait la course parce qu'on aime la course. C'est comme notre activité d'extra. Comme si on pense au travail. Comme toi, tu travailles comme professeur ou moi, comme infirmière. C'est un peu différente comme la pression. Oui, la pression, oui. Comme si ton boss te dit oh, il faut que tu fasses ça, comme it's like oh mon Dieu, ok, je vais faire comme pour avoir pas faire de chienne. Ben oui, parce que c'est juste ça que tu fais dans la vie, c'est juste ça ta job, comme tu dis, c'est ça la seule chose qui est importante. Fait c'est clair s'il dit ça. Alors ça, c'est une chose que j'ai pensé juste parce que c'est un peu différent de comme nous à l'école. Même il y a une certaine pression de nos coachs aussi, mais pas. C'est un peu différent comme truc, je crois. C'est pas une pression aussi grande parce que c'est pas. Tu sais, à la base, puis ça, à McGill, ça, il nous le disait toujours. Le coach disait vous êtes des étudiants athlètes. En premier, on est là pour l'école. Exactement. Deuxièmement, pour faire notre sport. Puis c'est pas toutes les universités qui sont de même. Il y a certaines universités que c'est vraiment, t'es un étudiant athlète. Puis que c'est vraiment l'emphase sur athlète. Puis inscris-toi dans un programme. T'sais. Si t'as fini ton programme, inscris-toi juste dans une autre affaire juste pour finir ça. Puis qu'il focus vraiment plus sur l'aspect athlète. Mais là, à McGill, c'était vraiment, en tout cas, de ce que j'ai vu, puis de ce que j'ai l'impression que vous aussi, vous avez vécu, c'est ça, c'était plus, le focus, c'est étudiant à la base. Donc, oui, les performances, c'est important, mais la base, c'est de passer tes cours. Quoi d'autre, j'ai pensé? Peut-être tu veux penser à les autres. Oui, mais comme tu disais, là, en voyant une vidéo, c'est genre... j'avais... en premier lieu, là, j'étais sympathique pour elle parce que je voyais comment que, genre, une femme ou une jeune fille pourrait être à la merci d'une grande organisation, puis beaucoup d'hommes qui, justement, géraient sa vie, puis géraient sa carrière, et qui géraient un peu, genre, même son estime de soi, son psychologie. Puis comme,
en disant, genre, en répétant à quelqu'un que, genre, ils sont pas assez bien, qu'ils doivent perdre de poids pour que ça marche, comme tu as dit, ça peut avoir un gros effet sur ton psychologie. Puis le psychologie, c'est vraiment, genre, une des choses les plus importantes pour courir. Genre, j'avais un ancien coach qui disait que, genre, courir, c'est 10% tes trainings, ta formation, puis 90% ton état mental. Donc là, si t'as pas une bonne état mental, genre, c'est sûr que tu vas mal performer. Genre, puis en plus, si tu ajoutes que t'as pas une bonne nutrition, que t'as pas assez d'énergie pour faire ce qu'on demande de toi, c'est sûr que tu peux pas réussir, c'est impossible, quoi. Et comme femme dans le sport, j'admets que j'ai senti déjà de mon vie des pressions sociétales pour être plus légère. Pas des coachs, là j'étais chanceuse, comme je vous ai dit, justement, j'avais un ancien coach en école secondaire qui nous faisait, on faisait des donut runs, donc on allait courir jusqu'à Tim Hortons, puis on s'achetait une boîte de Timbits, on revenait à l'école, puis on mangeait toutes les Timbits dans la boîte après. C'est vraiment le contraire. Ouais. Donc lui, il était Alberto, il aurait... Ouais. Lui, il aurait viré dans... Ouais, mais quand même, je voyais, genre, j'avais des amis qui avaient pas le même coach, puis je voyais comment pour eux, c'était pas la même chose. Il y avait beaucoup de pression sur eux pour, justement, performer dans le moment, d'oublier, genre, puis de perdre des poids pour que ça soit possible. Et je voyais que ça leur affectait beaucoup, quoi. C'était horrible, quoi. Oui. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter maintenant, mais... Quoi d'autre? Mais, ouais, non, c'est triste. L'autre chose, c'est que c'est vraiment pas bon pour la santé mentale ou physique, comme il y a beaucoup d'effets long terme que ça se fait, comme elle a mentionné dans la vidéo, comme l'ostéoporose. L'ostéoporose, mais elle parle du REDS, REDS, j'ai oublié c'est quoi, pourquoi que ça mais c'est comme dans le fond, c'est le syndrome, surtout chez les femmes. Mais je pense qu'il y a des hommes aussi qui commencent à être diagnostiqués avec ça, si je me trompais pas. Oui. Mais c'est ça que c'est dans le fond, tu as l'ostéoporose en partie, c'est ça, la carence en fer, donc tu te sens plus facilement et tout ça. Parce que si ton alimentation n'est pas bonne, si tu n'as pas assez de fer, si tu n'as pas assez de B12, de calcium, tout ça, tu vas te crouler. Là. Oui. Justement, ma grand-mère, l'année passée, elle a eu des problèmes avec son dos parce que elle ne mange pas assez quand même, puis elle ne mangeait vraiment pas assez. Elle a grandi dans les années 50 où c'était genre l'anorexie partout pour les femmes, genre la pression sociétale. Ouais, c'est ça, il fallait pas que les femmes fassent de sport, là, tu sais. Voilà, ben elle a fait de l'athlétisme, en fait, elle était sprinter un peu, mais elle a arrêté ça, puis elle avait genre quand même continué à courir un peu, puis elle marchait beaucoup, mais surtout ne pas manger beaucoup. Puis là, elle s'est rendue à un point où elle a genre ses vertèbres dans son dos sont genre disloqués, pas disloqués un peu, mais ils sont twistés, genre ils sont pas dans les bons endroits, mais ses os sont pas assez forts pour qu'on mette genre de la fer à côté pour le réstabiliser parce que ça casserait, quoi. C'est juste ces os sont même pas assez forts pour qu'on puisse faire de la chirurgie pour le corriger. Donc c'est genre, il faut que le monde sache que genre, qu'est-ce qui peut arriver à long terme. C'est pas juste à court terme, c'est aussi des conséquences qui durent pour toute la vie. Puis c'est ça. Puis aussi une chose qu'elle racontait, elle disait, elle se faisait peser devant tout le monde, devant les autres athlètes. C'est humiliant. C'est un peu ridicule, ça. Tu te dis, il y a souvent le saying, là, faut pas demander le poids à une femme, mais c'est comme, n'importe qui, tu devrais pas, à moins que tu es friendly avec la personne puis que tu sais que ça dérange pas, mais comme de faire ça, là, c'est clairement une technique pour comme mettre de la pression sur la personne. Puis j'ai déjà entendu, ça, j'ai pas entendu que ça s'était passé à Megan en athlétisme, mais j'ai déjà entendu qu'il y avait des coachs, je sais plus si c'était en swimming, mais il y a un bout, là, pas les actuels, mais des coachs avant en swimming, je suis pas sûr à 100% que c'était Megan, mais c'est clair que j'ai déjà entendu ça de d'autres nageurs qui disaient que c'était un classique de faire tu faisais la pesée puis devant tout le monde, puis tu faisais peser ton coach, il checkait, puis tout le monde est à côté, puis il regarde, puis là il dit le poids, puis comme c'est clair, on voit clairement c'est quoi l'objectif de ça, mais c'est comme
crime, c'est malsain parce que ce qu'elle dit, Mary Kane, c'est comme tu peux pas savoir c'est quoi le poids optimal d'une personne. C'est pas, tu sais, le BMI, comme on dit, le Body Mass Index, que ta taille divisée par ton poids, je pense, à moins que ce soit le contraire. Mais peu importe, tu sais, même cette mesure-là, c'est pas pantoute précis. Là. Que tu veux être entre 18 et 25, puis là, si t'es athlète élite, tu veux être proche de 18, mais comme, non, ça veut rien dire. Genre, chacun a son corps à lui, qu'ils vont avoir le poids optimal. Moi, je dirais, je suis plus on the heavier side, dans le côté un peu plus lourd des coureurs, si on veut, autour de 145, 150, mais comme, ça veut pas dire que je cours pas bien en ce moment, puis que je courrais mieux si je cotais à 135 ou quoi. Peut-être que non, mais j'ai l'impression souvent ton poids optimal, c'est ton poids quand tu te sens bien, en général. Tu sais, peut-être qu'avant une course, tu peux essayer de coter un peu, mais comme, c'est clair que à long terme, tu veux pas rester un poids que comme t'as faim, puis que tu te sens fatigué, puis tout ça. Donc ça m'avait vraiment comme choqué, cette affaire-là. Puis c'est ça, à McGill, moi, de ce que j'ai vu, j'ai jamais vu ça comme dans l'équipe de cross-country d'athlétisme, comme des pesées de même. Je n'ai pas vu ça. Mais je sais que dans l'équipe, il y a toujours eu certaines filles qui avaient comme des problèmes avec leur poids. J'ai jasé avec Mel un peu qui disait qu'il y a certaines filles que comme, elles sont souvent en train de parler de ça parce que c'est un concern, c'est une préoccupation pour eux. Puis comme elle en parle dans le locker, au locker room, puis là, t'as d'autres filles qui entendent, puis qui jasent, t'as certaines qui sont fâchées qu'elles disent ça parce que comme, oui, crème, elle est plus légère que moi, moi, comment je suis censé me sentir, puis tout. Mais dans le fond, je voulais avoir un peu votre avis, parce que moi, j'ai jamais été dans les locker rooms des filles. Donc, comment est-ce que c'était un peu... est-ce que vous avez déjà senti la pression quand vous étiez dans le programme, mais toi t'es encore, mais comme dans le programme universitaire, puis versus club, toi, peut-être tu peux marquer une différence ou quoi, mais c'est quoi votre expérience un peu? Bah, tu veux commencer? Ok. Ok. Ouais, je pense qu'en général, l'équipe, on a un bon atmosphère entre les filles. C'est sûr qu'il y a toujours quelqu'un c'est une grande préoccupation. C'est pas toujours facile de s'adresser ça parce que c'est awkward un peu. Ouais, on peut pas dire oh est-ce que ça va, puis là ils sont fâchés comme ouais, puis pour ça je me sens un peu coupable. Pas coupable, c'est juste que comme peut-être c'est mieux de dire quelque chose ou mieux de pas dire quelque chose. Tu sais pas trop quoi faire. Ouais, ça dépend de si tu es proche à la personne ou pas. Mais de la partie du coaching, en général, comme on a jamais, ils ont pas nous demandé notre poids ou quoi que ce soit comme ça. Mais il y avait... on a entendu des personnes qui se parlent comme « Oh, cette personne-là doit perdre du poids, va être plus vite. Et quand tu entends ça, comme c'est pas un commentaire direct à toi, mais tu vas penser « Oh, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce que c'est un commentaire pour dire indirectement « Oh, il faut que tu dois perdre des poids? » On sait pas. Puis la dernière chose, c'est que comme dommagement, il y a des gens qui vont se perdre de poids puis ils vont faire très bien dans les courses. On voit ça toujours. Ils vont performer très très bien. Puis là, ça crée comme... Tout le monde voit ça, puis ils se disent, tu sais, c'est comme un modèle. Là, oh, ok, ben là, il a perdu du poids puis il performe bien. Fait. Et pour ça, je pourrais le faire. Mais tu sais, souvent, j'ai l'impression que ça dure pas longtemps. Non. C'est ça. Une saison, ça va bien, puis l'autre saison d'après, la personne est blessée tout le temps. Mais pour les rookies, comme c'est quelque chose qu'il faut peut-être juste comme faire un warning aux rookies, comme parce qu'eux sont nouveaux, très facilement influençables, tu sais. Eux, ils veulent en fait, ils veulent savoir est-ce que je devrais faire ça, est-ce que je devrais pas faire ça, est-ce que je devrais un peu checker mes calories, regarder. Comme pour moi, je suis dans le sport pour longtemps, alors j'ai vu toutes
le cycle et tout ça. Mais pour ceux c'est qui ça, sont toi, pas... tu sais que si la personne qui cote du poids, ben là, oui, elle va bien faire une saison ou 2, puis là, ou 3 même, puis là, après ça, elle quitte la course parce qu'elle est plus capable, c'est ça. Et il y a des blessures aussi, et tout ça. Mais quand t'es là, ça fait pas longtemps, tu l'as pas vu, tu sais pas. Oui. Et c'est ça, mais c'est différent quand tu cours pour... Parce que moi, je suis pas dans l'équipe école. Tu étais dans l'équipe universitaire, mais là, t'es rendu dans l'équipe club, le civil. Comme je me sentais une pression pour faire du bien pour l'équipe. Là, je fais juste courir pour moi, alors c'est moins stressant. C'est ça, parce que les clubs, techniquement, il y a des pointages, mais tu sais, la majorité du monde s'en fout, là, tu sais. Fait que c'est surtout si t'es plus individuel, donc là, tu sens moins une pression, tu sais, tu cours pour toi. Exactement. C'est ça. Mais je sais pas. Quoi tu penses? Ben, justement, je voulais parler de... on a eu une séance de nutrition cette année-ci, puis l'année passée aussi, d'une nutritionniste professionnelle, diététicienne de sport spécifiquement, qui est venue. Puis elle nous a parlé de comment gérer notre nutrition pour que ça soit bien. Et une des choses qui m'a marqué, c'est qu'elle a vu, elle nous a montré des études qui se passent maintenant avec des athlètes, puis des athlètes femmes au niveau supérieur, qui, justement... Comme pro. Des pros, quoi, qui perdent des poids juste avant leur course, mais ils restent pas à ce poids-là. Donc, c'est vraiment un cycle où, dans leur saison de repos, quoi, ils regagnent du poids. Voilà, ils regagnent du poids parce que c'est mieux pour la santé. Ouais. C'est bien, voilà. Non, parce que ça avec aide... mon chat. Ça aide beaucoup avec le recovery, puis se remettre après les entraînements, une grande saison, de se remettre, puis justement, on pourrait descendre un peu dans ton poids au moment des grosses courses. Ce qu'on appelle le race weight, voilà. Donc dans le poids quand t'es un peu plus... Puis que c'est sûr il faut faire attention avec ça, de dire, ben, c'est quand je suis censé avoir mon race weight, puis est-ce que je suis censé avoir un race weight, une personne à l'autre peut être capable de fluctuer son poids facilement, puis tandis que l'autre, comme, elle faut qu'elle travaille des mois en avance pour perdre du poids. Une chose que je trouve en tant qu'athlète, je trouve mon poids il change tellement vite, là, comme un jour je me pèse, j'étais à 147, l'autre jour j'étais à 140, l'autre, ben peut-être pas ça, mais comme 143, l'autre jour c'était à 150. What's going on? Exactement, j'ai l'impression que c'est jamais fiable, parce que à un certain moment, c'est possible que j'ai 5 poids de nourriture dans ma ventre. 5 livres de nourriture, Ou le poids d'eau, c'est ça. Impossible de se fier, quoi. Chill vibes! C'est une blague. Mais Puis de même, le muscle, ce que juste mesurer son poids, là, c'est que ça prend pas en compte le montant de muscle que t'as. Si pendant ton saison d'athlétisme versus ton saison de cross-country, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus de muscles physiquement pendant ton saison d'athlétisme. C'est fou ça, j'avais jamais réalisé avant de le faire. Avant, j'étais comme toujours un peu plus... Avant, j'étais un peu plus skinny, j'étais comme plus autour de 135, mettons. Puis là, comme quand je faisais l'athlétisme, là, je m'entraînais super fort sur la piste. Là, j'étais comme, oh wow, ok, ben là, c'est clair, je vais perdre du poids. Puis j'avais gagné du poids. J'étais comme, what the... Mais c'était du muscle. Exactement. Donc, il faut vraiment, mesurer son poids, je trouve ça un peu bête parce que c'est vraiment, pas une bonne moyenne de savoir ton état physique, quoi. Parce que tu sais pas si c'est de la graisse ou si c'est de la muscle ou si c'est de l'eau ou l'hamburger que t'as mangé il y a 2 heures, quoi. Impossible de savoir à moins que tu fais des tests scientifiques. Puis de même, je crois qu'il y a vraiment certaines personnes pour qui ça marche mieux d'avoir un peu plus de poids pour courir, quoi. Juste si c'est comme on a parlé de l'état mental, quoi, si c'est si tu as plus le fun dans ta vie à un certain poids, tu ne coupes pas, je sais pas, ton bière ou ton hamburger, puis tu vis mieux, tu es dans un meilleur état mental, c'est sûr que tu vas mieux courir que si tu te détestais, tu croyais que ça allait pas bien pour toi, ton corps c'était, je sais pas, moche ou c'était pas assez vite, tu vas pas bien courir, quoi. Ouais, c'est un bon point, comme... Mais en anglais, c'est a happy runner is a fast runner. Voilà. Puis
je sais que là, il y en a qui écoutent ça, puis tu sais, j'ai un peu le réflexe au fond de mon esprit aussi de faire comme, tu fais comme, ouais, mais ça, c'est comme, si tu veux être, tu sais, si tu veux avoir du fun, mais si tu veux être rapide, là, quand même, là, ça peut aider de, mais comme, honnêtement, moi, je pense pas, je pense comme, à long terme, faut que, justement, t'aies un certain plaisir minimum, puis il faut, comme, tu sois pas toujours en train de virer fou, complètement. Oui, il y a certaines personnes qui vont préférer plus faire attention à ce qu'ils mangent, puis tout, comme moi, c'est pas moi je mange un peu de la junk, là, mais tu sais, il y a certaines, comme probablement que moi je suis pas un modèle de ce qu'il faudrait manger, mais en même temps, tu sais, il y a faut pas virer fou non plus, puis c'est correct d'aimer ça, mais c'est ça, tu veux pas virer fou, puis j'ai l'impression que si tu vires fou, peut-être qu'à court terme, si tu vas toffer, peut-être qu'à court terme, tu vas avoir un race weight, puis là tu vas torcher toutes tes courses, mais comme après, à long terme, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'athlètes qui réussissent à pas casser. Et justement, de mon expérience personnelle, je sais que l'année passée, j'ai travaillé avec une nutritionniste parce que moi, j'avais l'impression qu'il me manquait de l'énergie, mais je croyais que je mangeais assez bien, je savais que je mangeais beaucoup. Bon, je pensais que je mangeais beaucoup, puis comme, je croyais que c'était pas quelque chose qui avait à faire avec ce que je mangeais. Mais enfin, après avoir travaillé avec le nutritionniste, ce qu'on a découvert, c'est que je mangeais vraiment pas assez. Puis que je mangeais pas les bonnes choses. Genre, je mangeais trop de gras, mais je ne mangeais pas assez de carbohydrates. Parce que justement, il y avait tous les médias et tous les magazines qui me disaient les carbohydrates, c'est pas bien pour la santé. Maintenant c'est le fat, le keto derrière ça. Mais justement, pour des athlètes, il faut vraiment que tu... T'as besoin des carbs. T'as besoin, mais moi je ne savais pas parce que c'était pas ça que j'avais entendu parler partout. C'est ça que tu vois dans le mainstream media. Là. Donc après avoir fait le changement et de manger plus de carbs, j'ai beaucoup plus d'énergie. Et en fait, mes courses ça va beaucoup mieux. Mais du coup, j'ai pas vraiment changé beaucoup en tant que poids, là. Genre, je suis toujours le même. Mais c'est juste que, avoir changé le type de nourriture que je mange, ça change beaucoup, quoi. Puis, une chose, moi, personnellement, comme j'ai déjà entendu des coachs, j'ai des discussions avec un coach, je vais pas nommer de nom pour l'instant, mais... J'ai déjà eu une discussion avec un coach et parce qu'il y en a qui se disent mais là ça c'est comme aux States là, ou ça c'est comme c'est un fou Alberto, il est seul ou quoi là. Mais comme c'est pas aussi pire qu'Alberto, mais qui disait telle personne là, son problème c'est que comme il faut qu'elle perde du poids un peu. Puis j'ai déjà aussi entendu le contraire, que telle personne elle a pas assez de poids ou quoi. Trop, puis comme moi je dis rien, je me sens un peu mal à l'aise, puis je fais comme juste move on pour le prochain sujet. Mais comme dans ma tête, les deux sont pas corrects selon moi, parce que c'est comme comment tu peux savoir que telle personne elle doit perdre du poids, à moins que ça soit que la personne est obèse. Mais si la personne est obèse, elle va pas être dans une équipe de course, tu sais. Voilà. Fait que ça, puis comment tu peux savoir la fille qui est comme un peu, tu sais, que oui elle a une shape skinny, mais comme peut-être, ça se peut que comme c'est ça, c'est juste son body type, c'est juste de même qu'elle est sa shape. Comment tu peux dire qu'elle, il faut qu'elle mange plus en même temps. Puis c'est pas la mentalité de les gars devraient pas dire aux filles quoi faire. Non, c'est juste personne devrait dire à telle personne quoi faire, tu sais. C'est... À moins que tu aies un nutritionniste puis que là tu vois que la personne manque de calories ou quoi, mais tu sais, si t'es un coach, souvent, ça c'est comme le old school mentality, je trouve. C'est vraiment une mentalité comme... Moi, je suis capable de juger juste en regardant telle personne, son poids, c'est pas le poids idéal, puis comme... Je pense pas que la personne est qualifiée pour pouvoir dire ça. Puis le fait qu'ils disent ça, qu'ils disent ça à un gars, je suis comme... Ok, ben... Peut-être que moi, la personne ne va pas supposer que je vais le dire à d'autres filles ou quoi. En effet, je vais pas le dire. Mais comme là, s'il dit ça à d'autres filles, ben là, comme là, la fille, elle se dit ben là, il dit ça à propos de telle fille, mais est-ce qu'il veut me le dire à moi? Comme de façon cachée, ou telle fille, je la regarde, puis je me compare à elle, je suis comme ok, ben moi aussi, il faudrait peut-être que
Fait que comme, mettons que ça, c'est pas très, très super, ça. C'est pas, mettons, une bonne chose pour mettre une bonne atmosphère dans l'équipe, disons. Mais c'est encore présent, c'est pas tout le monde, heureusement. Puis, une chose, c'est intéressant, on jasait de ça, on a comme une application pour jaser dans l'équipe Athlétisme Ville-Marie. Puis, une chose qui était sortie, c'était quelqu'un, je me souviens plus si c'était Mel ou John qui disait mais que c'est pas nécessairement non plus des coachs gars, parce qu'une chose qui sortait, beaucoup de monde qui disait ouais, mais là, c'est des hommes, c'est tous des hommes autour, mais comme, je me souviens, je pense que c'était John qui disait comme, il avait rencontré, je me souviens plus c'est la coach de quelle équipe, puis moi je veux pas nommer l'identifier, mais que comme, genre cette coach-là, c'était comme, c'est une folle, genre que comme, elle, genre, elle va genre, les choses, genre, elle va dire aux athlètes, toi, il faut que tu fasses ça, puis toi, il faut que tu fasses ça, puis toi, qui dit comme, ça, genre, elle aussi, ça serait comme très toxique, une mentalité très old school, donc, c'est pas nécessairement des hommes, c'est juste, le problème, c'est la mentalité old school, puis cette idée-là qu'il faut mettre de la pression pour que la personne perde du poids. La personne, souvent, elle va se la mettre sur elle-même, la pression, à la base. Mm-hmm. Ouais. Fait que de rajouter ça... Mais c'est ça l'affaire, tu parlais de comme il faut voir une nutritionniste puis tout ça, mais pour la majorité qui souffre d'un problème anorexie, on dirait que c'est psychologique. C'est pas... il y a une raison pour ça. C'est pas physique. Et c'est pas comme... parfois, ils ont pas vraiment la choix. Comme c'est vraiment dans leur tête. Ouais. Comme c'est comme un peur de nourriture. Ouais. Puis c'est pas un choix, comme tu dis. C'est ça. C'est comme... C'est vraiment difficile de l'attaquer, on dirait. Ouais, ça prend un professionnel de ça. Comme le coach peut faire... Il faut déléguer ça au psychologue. Ouais. Parce que souvent, le coach, tu veux faire tout. En tant que coach, tu veux vraiment... Tu te dis, genre, moi, je veux vraiment que mes athlètes performent au mieux. Fait que, puis moi, je sais c'est quoi le mieux. Puis tu veux pas delegate. Mais souvent, une leçon que j'apprends de plus en plus, c'est qu'il faut pas avoir peur de delegate. Puis de donner au délégué. Puis de dire, toi, t'es probablement plus compétent que moi. Puis je vais te laisser faire ta job parce que tu sais comment faire. C'est sûr, il faut aussi trouver la personne qui est compétente, ça c'est une autre affaire. Mais d'habitude, je pense que les certifications, les nutritionnistes en tout cas, c'est certifié. Donc ça, c'est un truc pour savoir. Mais probablement que cette personne-là, si elle a eu sa certification, probablement qu'elle sait faire ça déjà. C'est sûr qu'il y a toujours du monde qui se faufile dans le système, mais en général. Puis dans ce cas-là, ça serait peut-être ça, plus psychologue sportif ou même, c'est ça, il y a sûrement des psychologues qui se spécifient là-dedans, anorexie, etc. Je sais pas à quel point, je me souviens, j'avais une discussion justement avec Annick lors du podcast de nutrition sportive. Je sais pas à quel point les nutritionnistes sont entraînés là-dedans, comme pour la psychologie, l'aspect psychologique, ceux qui sont anorexiques, boulimiques. J'avais une colocataire l'année passée qui était anorexique, puis justement, elle avait genre toute une équipe qui travaillait avec elle pour aider, genre des psychologues, des diététiciennes, des nutritionnistes pour... qui travaillent ensemble. Ouais, pour aider quoi. Fait que c'est vraiment un problème à spectre multiple. Ouais. Mais en tout cas, sûrement que c'est pas une mauvaise idée si c'est pas déjà le cas que les nutritionnistes reçoivent un training de base, parce que c'est sûr que la personne, en même temps, tu te dis... les gens ont un certain nombre de temps dans la vie, il faut aussi reconnaître ça. Puis quand t'es étudiant-athlète, t'as pas tant de temps, t'as toute l'école, surtout à McGill, que c'est vraiment demandant. Fait que, en même temps, t'as peut-être pas le temps de consulter tel psychologue, puis tel nutritionniste, puis tel ça. Fait que, du moins qu'ils connaissent, qu'ils sachent un peu quoi faire, ce serait pas une mauvaise idée. Je sais pas, je me souviens plus de cette discussion. C'est quoi exactement qui était sorti, si oui ou non, mais je penserais pas encore, mais sûrement qu'il faudrait que ça vienne, parce que c'est clair que la première personne que tu vas voir, probablement si tu as des problèmes, c'est ça, comme d'anorexie ou quoi, tu vas voir le nutritionniste. Donc il faudrait que cette personne-là soit formée. Ou peut-être que tu veux pas reconnaître que tu as un problème, mais tu veux juste voir la personne parce que comme je veux que ma nutrition soit optimale, tu sais, la personne qui est comme vraiment qui se soucie de son poids, puis comme ok, il faut que ça soit optimal, puis là que la personne soit capable de détecter il y a ça qui se passe, c'est une bonne chose.
Mais est-ce que vous aviez autre chose à ajouter avant que se conclue l'épisode? Je pense qu'on a pas mal bien survolé le sujet, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de venir raconter un peu votre expérience. J'ai l'impression, de ce que j'ai compris en général, c'était pas exactement la même chose qui se passait à McGill, mais c'est sûr qu'il y a quand même il peut toujours avoir un peu partout des remnants, des traces de cette mentalité-là. Et c'est clair que Mary Kane, elle a eu comme pas mal un des pires cas de ça. Mais je suis sûr qu'elle n'est pas la seule. Donc c'était bien que son vidéo, qu'elle fasse la vidéo, puis qu'elle ait le courage de le faire. Puis là, je sais qu'il y a du monde toujours qui sont comme, mais là, courageuse. Ben oui, parce que tu sais, c'est comme c'est très awkward d'en parler de un, tu sais, puis il faut qu'elle parle contre du monde qui était son cercle direct. Puis c'est un humain à la base quand même, tu sais, elle est un humain. Dis-toi, mettons que tu te mets dans tes shoes, toi, t'es cette personne-là, tout allait bien, là, tout d'un coup, ça se passe mal, puis là, t'as du monde qui vont, sûrement quand tu sors de même, t'as du monde qui vont dire, elle fait juste ça parce qu'elle court pas bien en ce moment, mais elle fait juste chialer pour essayer de trouver un fautif, quoi, mais comme, non, là, de ce qui est raconté, puis j'ai aucun doute que ça soit vrai, étant donné toute la quantité de personnes qui ont sorti d'autres affaires contre Salazar, je pense que c'était Kara Goucher, qu'elle aussi, il voulait la forcer à prendre, je pense que c'était soit des thyroïdes ou quelque chose, un truc comme qu'elle n'est pas censée prendre parce qu'elle n'a pas besoin, mais qu'il voulait faire ça pour qu'elle perde du poids, justement. J'ai à peu près aucun doute que ce qu'elle a raconté, Mary Kane, c'était véridique. Mais c'est une bonne chose au moins que ce vidéo-là soit autant partagé, puis que comme ça le monde, ça fait penser à ça fait réfléchir à ça, puis essayer d'éliminer cette pensée toxique. Ouais, voilà. Si ça aide d'autres filles qui sont dans une situation semblable à la sienne, c'est au moins une fille aidée, ça le vaut quoi. Puis filles ou gars, même parce que comme c'est sûr, la majorité ce sont des filles, mais tu regardes surtout aux States avec la NCAA, que comme t'es vraiment plus un athlète étudiant, que là, les gars vraiment ils se jasent entre eux, puis sont super sérieux, puis là, ok, toi c'est quoi ton poids, puis comment tu fais pour cut du weight, puis tu sais, ça peut s'en venir là aussi, fait que je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont des hommes aussi victimes de ça, donc puis que ça aide n'importe qui, ça c'est super. Mais merci d'offrir aux Québécois et aux Français, tous ceux qui parlent le français, la chance d'entendre un peu de ce sujet-là, parce que la vidéo est en anglais. Donc, si vous parlez anglais, allez regarder la vidéo au moins pour avoir du contexte, puis pour savoir un peu c'est quoi, puis pour le voir. C'est bien de le voir aussi, je trouve. Souvent, c'est plus puissant que juste le voir écrit, ça se partage plus facilement. Donc, c'est ça. Donc, merci d'avoir passé, donné un peu de votre temps pour faire cela. Merci à toi. Merci. Et sur ce, je te souhaite un bon petit off-season pour la track et un bon... toi, t'es pas en off-season en ce moment. Bon, continuation d'entraînement. En tant qu'infirmière. La saison indoor. Ouais, ça commence bientôt. Est-ce que tu vas faire le meet à McGill? Je pense début que décembre. Cool. Bon, je vais être commentateur là, donc je vais t'encourager autant que possible. Je suis pas très impartial comme commentateur, malheureusement. Donc, sur ça, bon reste de journée. Là, il n'y a plus de neige, mais tantôt il y avait de la petite tempête de neige, donc on espère qu'il n'y en aura pas trop. Moi, j'ai pas envie d'avoir déblayé trop, puis faites attention quand vous dansez dans les marches. Là. Mais sur ça, merci beaucoup. Merci à toi.